Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière des actualités de la semaine. Vous n'êtes pas sans savoir, pour certains peut-être, que le 30 avril 2025, c'était les 50 ans de la réunification et de la fin de la guerre du Vietnam. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu et aborder des sujets qui sont par rapport à ce thème-là. Et on commence avec un article sur Euronews. 50 ans après la guerre du Vietnam, des millions de personnes luttent encore contre les effets des armes chimiques. Aujourd'hui, environ 3 à 4 millions de personnes, dont de nombreux enfants, souffrent encore de graves problèmes de santé liés à l'exposition à l'agent orange massivement pulvérisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Cette semaine marque le 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam, un conflit brutal et dévastateur qui s'est achevé lorsque Saigon, la capitale du Sud, est tombée aux mains des forces communistes du régime du Nord. 5 décennies plus tard, des millions de Vietnamiens continuent de mener une lutte quotidienne contre les conséquences de cette guerre. Environ 3 à 4 millions de personnes, dont de nombreux enfants, souffrent encore des graves problèmes de santé liés à l'exposition aux armes chimiques utilisées par les forces américaines, qui ont pulvérisé environ 72 millions de litres de défoliants pour exterminer la végétation que les forces du Nord utilisaient pour se couvrir. Parmi les produits chimiques utilisés, l'agent orange, un mélange d'herbicides dont on sait aujourd'hui qu'il provoque de graves problèmes de développement chez le fœtus et l'enfant. Nguyen Thanh He, 34 ans, est l'une des personnes touchées. Les tâches quotidiennes telles que boutonner la chemise bleue qu'il porte pour se rendre dans une école spécialisée de Da Nang, apprendre l'alphabet, dessiner des formes ou former des phrases simples ne sont pas si simples pour lui. He a grandi à Da Nang où se trouve une base aérienne américaine sur laquelle les soldats ont laissé des quantités massives d'agents orange qui persistent depuis des décennies, contaminant la nourriture et les sources d'eau dans des endroits comme le village de He. L'impact sur les habitants du Vietnam s'est surtout fait sentir sur les deuxième, troisième et peut-être quatrième générations, explique Charles Bailey, co-auteur de l'ouvrage d'Ennemis à partenaires, le Vietnam, les États-Unis et l'agent orange. Les conséquences sont des malformations congénitales et en cas d'incapacité grave des handicaps physiques et mentaux, ajoute-t-il. L'agent orange contient de la dioxine, un type de produit chimique lié au cancer, aux malformations congénitales et à des dommages environnementaux durables. Alors que le Vietnam tente de nettoyer cet héritage toxique de la guerre depuis des décennies, les États-Unis contribuent partiellement à cette entreprise titanesque depuis le milieu des années 2000, après avoir ignoré pendant des décennies les preuves de plus en plus nombreuses de ses effets. Mais ces contributions sont aujourd'hui menacées. Inquiétude face aux coupes budgétaires de l'USAID. L'administration Trump a considérablement réduit l'agence américaine d'aide à l'étranger, USAID, laissant des millions de Vietnamiens inquiets alors que des dizaines de sites très contaminés par le dioxyde continuent de se répandre dans 58 des 63 provinces du pays. À Da Nang, où une base aérienne a été contaminée lors du stockage et du transport de l'agent orange, les États-Unis ont achevé un nettoyage de 106 millions d'euros en 2018, mais une zone de la taille de 10 terrains de football est toujours gravement contaminée. La catastrophe de l'agent orange a apporté douleur et misère à environ 4 millions de Vietnamiens, déclare Nguyen Van Han, président de l'association des victimes de l'agent orange à Da Nang. Nous pensions toujours que le gouvernement américain et les fabricants de ce produit chimique toxique ont la responsabilité de soutenir les victimes. Pour Chuck Searcy, un vétéran américain de la guerre du Vietnam qui travaille sur des programmes humanitaires dans le pays depuis 1995, la confiance établie au fil des ans pourrait s'éroder très rapidement. Pour lui, les victimes innocentes sont victimisées 2 fois, une fois par la guerre et les conséquences qu'ils ont subies, et maintenant on leur tire le tapis sous les pieds, explique-t-il. Des défenses naturelles contaminées. Le Vietnam a perdu plus de la moitié de ses mangroves qui protègent les côtes contre les tempêtes violentes. En plus de causer des dommages irréversibles à une grande partie de la forêt tropicale, l'herbicide a également appauvri le sol en éléments nutritifs dans certaines régions les plus vulnérables du pays sur le plan climatique. Dans les décennies qui ont suivi la fin de la guerre, les autorités ont clôturé des sites fortement contaminés comme l'aéroport de Da Nang et ont commencé à apporter un soutien aux familles touchées alors que les États-Unis ignoraient les preuves des effets à long terme de la guerre chimique sur la santé, y compris celle de leurs propres vétérans. Aujourd'hui, le Vietnam identifie les victimes de l'agent orange en comparant les antécédents familiaux et résidentiels des personnes concernées à une liste de problèmes de santé liés au poison. Les autorités de ce pays du sud-est de l'Asie estiment que les effets sur la santé perdurent sur plusieurs générations, menaçant les enfants, les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants des personnes exposées aux produits chimiques. Néanmoins, plusieurs scientifiques ont souligné qu'il subsiste des incertitudes quant aux effets précis de l'agent orange sur la santé humaine, tant pour les personnes qui ont été exposées que pour les générations suivantes. On continue avec un article de Géraud. Le tank 390 du 30 avril 1975, le blindé oublié qui a écrit l'histoire de la chute de Saigon. C'est un article du 30 avril 2025. Il y a 50 ans, le char
390 défonçait les grilles du palais présidentiel de Saigon, marquant la fin de la guerre du Vietnam. Pourtant, son équipage a longtemps été effacé des récits officiels. 3 survivants racontent à l'AFP cette journée où, sans le savoir, ils sont entrés dans la légende. Le 30 avril 1975, lorsque le tank 390 a défoncé les grilles du palais présidentiel de Saigon, son équipage ne pensait pas contribuer à l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire du Vietnam communiste. Sur le moment, je considérais le palais de l'indépendance comme une autre position de l'ennemi, une position qu'on devait éliminer, se rappelle auprès de l'AFP, Nguyen Van Tap, le conducteur du char. Je n'avais jamais pensé que nous allions faire l'histoire. Sourit l'agriculteur à la retraite de 75 ans qui habite dans la province de Hai Dung, à environ 70 km à l'est de la capitale Hanoï. Le pays asiatique se prépare à de grandes festivités mercredi à l'occasion du 50e anniversaire de la chute de Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, que le pouvoir appelle jour de la réunification entre le nord communiste et le sud pro-américain. Les 3 derniers survivants du tank 390, le 4e membre étant décédé en 2016, ont assisté en première ligne à cet épisode marquant de la guerre froide. Quelques heures avant la dissolution du Vietnam du Sud, leur char T-59 de fabrication chinoise a réussi à pénétrer en premier dans l'enceinte du siège de l'administration pro-américaine malgré un feu nourri et la perte de contact avec leurs supérieurs. Un autre tank, le 843, un T-54 conçu en URSS, avait aussi ouvert les portes du palais, mais sans aller plus loin. Conservés comme des trésors nationaux, les 2 blindés sont aujourd'hui exposés dans des musées militaires de Hanoï. L'histoire officielle a omis durant 2 décennies la présence du tank 390 jusqu'à ce que des clichés d'une photographe française, Françoise de Mulder, révélés dans les années 1990 permettent d'établir l'implication d'un 2e char. Wu Zhan-Tuan entre devoir militaire et anonymat. Son commandant, Wu Zhan-Tuan, s'est longtemps accommodé de l'oubli, lui-même caché à ses proches son rôle dans le déroulé de la journée historique. Il n'y a pas lieu de se montrer, affirme Tuan, 78 ans à l'AFP, en regardant les vieilles photos de lui avec le tank. Nous étions des soldats qui accomplissions notre tâche de combattre l'ennemi. Observe Tuan, dont le salon est aussi orné d'un portrait du leader révolutionnaire Ho Chi Minh. Décédé en 1969, 6 ans avant la fin de la guerre, beaucoup de nos camarades ont perdu la vie, rappelle-t-il. Wu Zhan-Tuan a escorté le dernier président sud-vietnamien, le général Nguyen Van Minh, vers la station de radio où il a lu l'acte de reddition après sa retraite de l'armée. En 1985, il cuisinait du tofu pour arrondir ses fins de mois. Cet épisode a permis au pays de mettre fin à des décennies d'un conflit qui avait commencé après la déclaration d'indépendance par Ho Chi Minh en 1945, ce qui s'est traduit par un affrontement d'abord avec les Français puis avec les Américains. Le Vietnam entretient aujourd'hui des relations nourries avec ses anciens ennemis dans le cadre de sa diplomatie du bambou, dictée par son pragmatisme commercial. Nous avons accompli notre mission, affirme Ngo Si Nguyen, le premier tireur du tank 390. Je suis tellement reconnaissant que l'histoire nous ait fait cet honneur. Poursuit l'ancien soldat depuis sa maison de Hanoï. Nous sommes tellement fiers d'être des tankistes. Passons maintenant à un article de l'AFP du 29 avril 2025. Vietnam, la quête de bébés de l'opération Baby Lift pour retrouver leur mère 50 ans plus tard. 50 ans après son évacuation à la hâte de Saigon, comme des milliers d'autres nourrissons, Odile Dussart est revenue vivre au Vietnam avec l'espoir de retrouver sa mère biologique. Lors des derniers jours chaotiques de la guerre du Vietnam, les Américains ont exfiltré plus de 3000 enfants au cours de l'opération Baby Lift qui a permis leur adoption en Amérique du Nord, en Europe ou en Australie. Ces manœuvres étaient fortement critiquées, beaucoup affirmant que tous les bénéficiaires n'étaient pas des orphelins, et que certains avaient simplement été séparés de leur famille ou abandonnés dans une tentative désespérée des parents pour les faire sortir du pays ravagé par les combats. Adoptée par un couple de Français, Odile Dussart a grandi dans le nord de la France, mais aujourd'hui, à 51 ans, l'ancienne avocate est retournée vivre sur la terre de ses ancêtres, en espérant démêler les fils de son histoire tourmentée. « Je veux seulement savoir si ma mère biologique est vivante ou morte, je veux connaître son histoire », explique-t-elle auprès de l'AFP depuis sa maison qui donne sur des rizières à Hoi An. Peut-être que c'est impossible de la retrouver, mais je garde espoir, poursuit-elle, dont le nom vietnamien est Bui Thi Tăng Kiet. Le Vietnam se prépare à célébrer mercredi en grande pompe les 50 ans de la chute de Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, qui marque la victoire du nord-communisme sur le sud républicain pro-américain. Les enfants de l'opération Baby Lift font partie d'un mouvement massif de Vietnamiens du sud à l'approche de l'arrivée de l'armée de Hanoï. Certains étaient des bébés de soldats américains, d'autres avaient été recueillis dans des orphelinats ou des hôpitaux. L'opération avait débuté par une catastrophe. Le 4 avril 1975, le premier vol, assuré par un Lockheed C-5A Galaxy,
taxi de l'armée américaine s'est écrasé quelques minutes après son décollage, avec 314 passagers à bord, faisant 138 morts, dont 78 enfants. Odile Dussart a survécu à l'accident comme 176 autres personnes. J'ai eu des ecchymoses au dos, au cou et à la tête. J'étais très faible et déshydraté. À 11 mois, je ne pesais que le poids d'un bébé de 6 mois, décrit-elle. Mais elle refuse d'être qualifiée de victime de ce crash qu'elle compare à un non-événement de sa vie. Pas de vision, pas de son, pas d'odeur, décrit-elle. Les personnes qui sont mortes dans l'accident, les militaires qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique, PTSD, les familles des militaires qui ont perdu des membres dans l'accident et les parents qui s'attendaient à avoir des bébés dans leurs bras et qui n'ont eu que des cadavres, ce sont eux les victimes, pas moi, assure-t-elle. James Ross Tong Dubdas, alors âgé de 3 ans quand il a gagné les États-Unis dans le deuxième vol de l'opération, a expliqué à l'AFP qu'il avait passé des années à rechercher sa mère biologique, mais sans succès pour l'instant. Test ADN. Il s'est rendu à Vung To, près de Ho Chi Minh Ville, ce mois-ci pour recueillir plus d'informations sur une femme qu'il croit être sa mère, en attendant le résultat de test ADN. Ce serait bien de savoir qui ils sont, d'où je viens exactement, a déclaré l'homme de 53 ans né sous le nom de Hoang Tong Tung. Je suis surtout américain, mais mon cœur me dit que je suis toujours vietnamien, poursuivit-il par téléphone depuis le New Jersey où il a grandi. Les deux évacués ont grandi en tant que minorité dans des communautés majoritairement blanches. Pendant toute ma vie en France, les Français me considéraient comme une asiatique, pas comme une française à cause de mon visage, explique Odile Dussart. Mon principe de vie est français, mais je pense que mon âme est vietnamienne, développe-t-elle en montrant le certificat de nationalité vietnamienne qu'elle a obtenu en mai. Monsieur Dudas travaillait dans l'industrie de la confection et Madame Dussart vivait à Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur avant de repartir au Vietnam. Je suis reconnaissante d'être en vie, explique Madame Dussart, et je remercie les pilotes et les militaires qui ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Finissons avec un article datant du 29 avril 2025, reportage France sur le site RFI. 3 générations racontent leur rapport à la guerre du Vietnam achevée il y a 50 ans. Il y a 50 ans s'achevait l'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, la guerre du Vietnam. Le 30 avril 1975, la ville de Saigon, bastion occidental du Sud, tombe aux mains de l'armée populaire vietnamienne. C'est une débâcle pour les États-Unis engagés dans le conflit et le début d'une nouvelle ère marquée par la réunification du pays, dirigée depuis 5 décennies par un régime communiste. De nombreux Vietnamiens fuient ce nouveau régime par la mer à la fin des années 1970, ce sont les boat people. Nombre d'entre eux trouvent refuge en France, notamment à Bussy-Saint-Georges, une ville située à l'est de Paris où 3 générations de Vietnamiens racontent leur rapport au conflit. Le 30 avril 1975 est une journée que je n'oublierai jamais. Nguyen Linh Tran, septuagénaire, est un ancien officier de l'armée du Sud-Vietnam. Ce 30 avril 1975, lui et la centaine d'hommes qu'il dirige n'ont d'autre choix que de se rendre. Nous avions plus assez de nourriture et de munitions pour résister, alors nous avons déposé les armes, nous étions tristes, mais on ne pouvait pas faire autrement. Le nouveau régime communiste l'emprisonne durant 3 ans. Puis en 1979, il fuit son pays à contre-cœur et embarque avec lui les traumatismes de la guerre. Il rejoint la Malaisie en bateau, puis la France où naissent et grandissent ses enfants. Quand ils étaient jeunes, je leur promettais de les emmener au Vietnam, là où je suis né. Je l'ai dit comme cela, sans trop réfléchir, mais mes enfants s'en sont souvenus et ils m'en ont à nouveau parlé quelques années plus tard, raconte Nguyen Linh Tran. Mais à l'approche du départ, je leur expliquais que je ne me sentais pas en accord d'y retourner, car je ne supporte pas le régime communiste en place. Le voyage aura finalement lieu en 2019, un retour au pays pour l'ancien militaire 40 ans après l'avoir quitté. Depuis, c'est dans un livre intitulé Goodbye Saigon, adressé à ses enfants, qu'il a couché ses souvenirs. Je relate mon passage à l'armée, la prison, puis mon arrivée en France, je leur raconte presque tout. Car une partie du récit est toujours douloureuse, alourdie par le tabou de la guerre et le déracinement. Je ne raconte pas la tristesse que j'ai vécue, je ne leur impose pas car ce n'est pas leur histoire, enchérit de son côté Tran Phong Vu Nguyen. La cinquantaine, avec ses enfants, il a fait aussi le choix de l'économie des mots. Lui a quitté le Vietnam à l'âge de 9 ans. On est parti sur un petit bateau avec une vingtaine de personnes et on a rencontré un bateau pirate qui nous a coulés. Ce sont finalement des marins malaisiens qui les récupèrent et les ramènent à terre. Tran Phong Vu Nguyen finit lui aussi par gagner la France. J'essaye de ne pas me définir par mon passé. Dans cette histoire, ces enfants savent peu de choses. Ils ne posent pas beaucoup de questions. L'histoire, le passé, la mémoire les intéressent peu. Ils sont nés en France, donc ils ont une mentalité française. Pour eux, le Vietnam est un pays plus touristique qu'autre chose, explique le père de famille, président de l'amicale des Vietnamiens de Bussy-Saint-Georges. Quand je les emmène au Vietnam, c'est d'abord et avant tout pour les paysages.
L'aspect mémoriel, on l'évoque ici, en France, entre nous. À 18 ans, Minh Quang Vo étudie le droit à Paris. Issu de la seconde génération de Vietnamiens nés en France, il le confirme. Il pose peu de questions à ses aînés, par crainte, dit-il, de réveiller des blessures. Par volonté aussi d'écrire sa propre histoire. J'ai étudié la géopolitique au lycée, donc je connais l'importance de la mémoire et du devoir de mémoire. Mais pour autant, j'essaie de ne pas me définir par mon passé et mes origines. J'essaie de me définir par mes propres actions, explique le jeune homme. Je pense que c'est important de savoir ce qu'il s'est passé, de savoir comment cela a affecté ma vie indirectement. C'est important d'en avoir conscience. Pour autant, je n'ai pas envie que cela influence ce que je ferai et qui je serai à l'avenir. Minh Quang Vo participera tout de même aux commémorations organisées à Buzy-Saint-Georges ce dimanche 4 mai où une petite stèle rend hommage aux émigrés vietnamiens.